Bonjour les amis, vous êtes nombreux qui avez réagi à propos des vidéos que j'ai balancées sur le procès de Charles Onana à Paris. Alors il y a une question à laquelle je dois répondre, c'était celle-ci. Monsieur, pourquoi dans ces vidéos que vous nous avez présentées, vous nous avez montré que les témoins d'un camp et non pas de l'autre? La réponse est toute simple. Les autres que vous auriez voulu écouter n'acceptent pas de témoigner. Tandis que ceux qui ont pris la parole, c'est des gens qui ont le courage de témoigner au grand jour. Maintenant, on en arrive au procès. Le procès a pris fin. Le verdict, on l'aura au mois de décembre. En attendant le verdict, Charles Onana est innocent. Laissons maintenant la justice faire son travail. Ils ont des documents à analyser. Ils ont des déclarations à vérifier. Nous verrons à quoi ils vont arriver. N'empêche, certains voudront faire des pronostics. Et dans les pronostics, vous avez des gens qui vous disent « Charles va gagner parce qu'il est du côté de la vérité ». Que répondre à ces gens-là? Attendons voir. Mais vous savez très bien que la vérité triomphe parfois avec retard. Prenez l'exemple de l'Irak, Saddam Hussein. Pour lui faire ce qu'on leur a fait là, il a fallu justifier. Ils ont des armes de destruction massive. Combien de morts? Combien d'années en arrière pour l'Irak? Donc la vérité triomphe parfois avec retard. C'est pour dire que tout celui qui a une possibilité de concourir à la manifestation de la vérité, il devrait. Voilà pour ceux qui sont optimistes, mais pour moi un peu passifs. Une manière d'être optimiste, mais actif, ça serait de dire, si jamais Charles était condamné, on fait quoi? On va en appel? Si en appel il est condamné, on va encore plus haut? Si c'est ça la voie, eh bien, est-ce qu'on peut déjà réfléchir aux moyens pour lui permettre de faire tous ces chemins-là? Vous avez maintenant d'autres qui disent qu'il doit à tout prix être condamné. Et quand vous entendez leur argumentation, je parle de ceux qui m'ont écrit, vous allez voir des gens qui vous disent à telle barrière on a tué. Moi j'étais témoin de... Mais ce n'est pas de cela que Charles Onana parle. Parce que si c'est de cela qu'il parlait, mais on donnerait la parole à tout le monde. Et là on apprendrait qu'il y en a de telle ethnie qui sont morts, de telle autre ethnie qui sont morts aussi. Est-ce qu'on peut les dire oui ou non? Il y a un journaliste qui a posé la question. Mais qu'est-ce qu'on peut encore écrire sur le Rwanda? Pourquoi on arrive à poser cette question-là? Parce qu'on dirait que les Européens qui ont refusé le dogmatisme religieux, mais là, on dirait qu'on est devant un dogmatisme. Et c'est quoi le dogme? Eh bien, le Parlement français a décidé que tout celui qui nie les génocides, il est coupable, il doit être condamné. Alors, à ce moment-là, on ne fait aucune contextualisation. À ce moment-là, on n'évoque pas les faits. À ce moment-là, on entre dans le vocabulaire. Pourquoi vous avez mis génocide entre guillemets? C'est que vous remettez en doute. Vous êtes coupable. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut condamner les gens? Laissez-moi vous dire. Le langage exprime les sentiments. Le langage exprime la pensée. Mais retenez une chose, la pensée et les sentiments débordent le langage. En d'autres termes, les mots pour le dire sont pauvres par rapport à ce qu'on a à exprimer. Combien de fois est-ce que vous, en parlant avec quelqu'un, vous ne lui avez pas dit « je ne trouve pas de mots ». Combien de fois vous n'avez pas dit « je ne sais pas comment vous les dire ». Combien de fois vous n'avez pas dit « vous comprenez ce que je voudrais vous dire ». Parce que les mots sont parfois pauvres. Et vous souhaitez que quelqu'un soit condamné sur des mots. Moi, je pense qu'il faut contextualiser. Et les jours où on accepte de contextualiser et d'écouter les protagonistes, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a eu la souffrance au-delà du vocabulaire. Que les uns aient perdu leurs parents dans les génocides, que les autres aient perdu leurs parents dans des massacres, dans la vengeance. L'un et l'autre n'ont-ils pas droit de pleurer leur mort? Je connais un petit peu l'histoire du Rwanda. Tout le monde était ému de tout ce qui s'est passé au Rwanda. Je me dis, y a-t-il eu génocide au Rwanda? Tout le monde est unanime, c'est oui. Y a-t-il eu génocide des Tutsis au Rwanda? Là, non. Parce qu'on a tué aussi des Hutus et des Touas. C'est pourquoi moi je suis venu justement par curiosité à ces procès, parce que je m'insurge contre ces narratifs qu'on nous impose, qu'on a tué simplement des Tutsis au Rwanda. C'est ce que Charles Onana a essayé justement de mettre la lumière sur dans son livre, mais on veut simplement le faire taire. Charles Onana aujourd'hui est une des rares personnes
qui parle des massacres au Congo commis par les mêmes personnes qui sont au pouvoir au Rwanda. Ils ont mené une lutte politico-militaire et même financière. Maintenant, là, on a transféré le pays qui a connu les génocides, se transforme en agresseur dans un autre pays avec la même méthodologie. Comme il faut le faire taire, on assiste à un procès, une farce, parce que le dossier est vide et vague. Il n'y a rien dans ce dossier. Je n'ai jamais vu accuser quelqu'un de mettre des guillemets sur quelque chose. On dit vous êtes négationniste parce que vous avez mis le génocide entre guillemets. On amène quelqu'un au procès simplement pour ça. On est tenté de lui imposer. Non, il y a eu planification. Non, il n'y a jamais eu de planification. Aucun tribunal l'a dit. Moi, sincèrement, M. Amouli, ce matin, m'a éclairé en disant qu'il y a eu quelqu'un de la lignée royale Tutsi qui a reconnu que c'est faux, des barrières, ce n'était pas pour tuer des Tutsis, mais c'était pour empêcher des infiltrés du FPR d'entrer dans certains quartiers. Voilà. L'avocat qui va témoigner ici va loin parce que lui, il vous dit même comment est-ce que ça se passe au tribunal. Il nous dit qu'il y a des dessous des cartes dans ce genre de procès. Et là, il me rejoint, là où je vous ai toujours dit, il se passe dans nos pays des pièces de théâtre dont les auteurs, le metteur en scène, les souffleurs ne sont pas toujours là où on croit qu'ils sont. Nous avons tenté de prouver que lorsque le FPR a essayé d'attaquer pour la première fois et qu'ils ont été défaits, Bill Clinton a organisé une formation militaire dont a bénéficié Kagame. Mais quand j'ai voulu faire venir un expert qui devait parler de cette formation et de cours qui ont été donnés à ces gens, et parmi ces cours, il y avait le cours justement sur les missiles qui ont abattu l'avion. Donc, ceux qui ont été formés en 90, mais lorsque j'ai fait venir Wayne Madsen, le journaliste d'investigation américain, le procureur s'est opposé. Donc, faire venir Wayne Madsen, qui va prouver ou qui va essayer de démontrer que c'était l'Ouganda, que c'était les États-Unis, etc., qui ont préparé ça, c'est parler de crimes, de conflits internationaux. Or, ils ont décidé, par ce qu'ils appellent le constat judiciaire, de déterminer que le conflit du Rwanda, c'était un conflit interne, non interne. Disons que c'était clairement que c'était des procès politiques. D'abord, il y avait beaucoup d'implications du gouvernement américain. Carla Del Ponte avait été contestée par le Rwanda. On l'a sorti de là, on l'a laissé à l'ex-Yougoslavie parce qu'il était procureur dans les deux. Et on a mis un procureur qui était accepté par le Rwanda et qui est resté plus de 12 ans. Et il y avait vraiment cette forte pesanteur de l'influence américaine sur le tribunal. Mais notre rôle, c'était de nous battre pour nos clients et de refuser, de contester. Tous nous savons que les États-Unis jouent un rôle là-dedans. Et le travail que Charles a fait, celui de montrer la vraie face du problème, quand on voit aujourd'hui l'évolution des choses, on voit que c'est exactement la même méthode qui a quitté le Rwanda maintenant pour le Congo. Les crimes, on vous dit le conflit est interne, non international. Personne ne veut faire intervenir l'aspect international là-dedans. Oui, c'est que justement ces crimes de guerre du FPR, ce qui est quand même assez important à souligner, c'est que quel que soit le motif qui pouvaient être invoqués par les FPR pour attaquer, ils savaient exactement que de par leur stratégie d'infiltration, ils mettaient en danger les Tutsis de l'intérieur. Et le témoin qui est venu dire que les FPR les avaient mis en danger parce que l'objectif qu'ils visaient, c'était seulement la prise de pouvoir et non pas la protection des Tutsis. Dès le moment que c'est lui-même victime, à plusieurs titres d'ailleurs, il est mort accidentellement ici en Belgique, accident de voiture, point d'interrogation. Dès le moment que lui-même, sa femme et ses enfants, leur crâne se trouvent dans les mémorials du génocide, il faut quand même que les gens prennent au sérieux ce qu'il dit,
que les gens accordent un minimum d'attention. C'est que, encore faut-il que ce soit un peuple qui ait une autorité qui les prenne en compte. J'ai comme l'impression que le gouvernement rwandais voudrait vraiment les voir très loin du Rwanda. Il n'est pas très accueillant pour les recevoir. Les Hutus qui sont à l'intérieur non plus ne sont pas forcément les plus heureux et les plus joyeux. Bon, ceux à qui on a montré un peu le pouvoir se sont retrouvés presque isolés. Le président Bizimungu, où est-ce qu'il est? On s'est servi de lui et puis une fois qu'il avait été sucé comme un citron, on l'a jeté. Un peu comme ils ont fait aussi avec les dirigeants au Congo. Donc c'est la même similitude, c'est la même stratégie qui continue et bon, c'est la même méthode de conquête. Il y a eu des interférences où les mêmes personnes qui condamnent les génocides, qui condamnent le massacre du Rwanda, c'est les mêmes qui se refusent de regarder le massacre du Congo. Or, au Congo, il y a déjà 12 millions de morts et personne n'en parle. Mais en réalité, le jour où ça va exploser, c'est là que l'on va se rendre compte qu'on a laissé couver quelque chose de très grave. La résilience du Congolais n'annonce pas une bonne chose, ça annonce un ouragan. Et heureusement que le Congolais, pour l'instant, ne répond pas aux provocations, parce que je vous assure, le jour où les Congolais réagiront comme l'ont fait les Maliens, les Burkinabés, personne ne les arrêtera. La société française est déchirée autour de la question de l'intervention de la France dans l'opération turquoise, ou son ingérence, ou sa proximité, ou encore la collaboration avec le Rwanda aujourd'hui, dans tout ce qui est problème dans la région des Grands Lacs, son rôle, son appui ou son manque d'appui par rapport aux dérives dictatoriales du président Kagame. De ce fait, c'est déjà un problème pour la France elle-même. La juge présidente ne peut pas être pressée parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? Je ne suis qu'au niveau de la France. Elle a reçu des généraux, s'il vous plaît, chefs d'état-major particuliers du président Mitterrand, qui dit ceci devant la cour: j'ai reçu et toute ma famille des menaces de mort du président Kagame et j'ai demandé le port d'armes. J'ai toujours mon arme avec moi. Devant la cour, s'il vous plaît. Un Français devant la cour qui dit ça. J'ai dit ceci, je leur dis, quand ils voudront me tuer, je ne serai pas le premier avant que je ne les ai tués eux. Il y a des témoins qui viennent à charge, à des charges. Charles, on en amène les preuves avec des scientifiques, des militaires, la qualité. Mais la partie qu'il accuse amène des gens. Ils amènent des gens qui sont spécialistes en linguistique pour interpréter les langages. Ils sont spécialistes langagiers ou donc ils interprètent les expressions ou les intentions langagières. Wow. La partie civile est composée de qui? Elle est composée d'associations Survie. L'association Survie a été présentée par Charles Onana comme proche du président Kagame. Charles Onana donne même la date de la nomination de son président par le président Kagame comme son conseiller. Les frères rwandais qui nous regardent comptent beaucoup sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris en otage par un système dictatorial. Je souhaite que les diplômes que nous avons eus soient au service de la justice, au service du bien. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Mon avocat a déposé plainte pour menace de mort parce que le 13 juillet dernier, M. Paul Kagame a dit que des gens comme moi doivent mourir. J'ai entendu ici au tribunal que le résultat de mon procès aura des conséquences judiciaires et politiques.